Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition 100% Sénat. Pour suivre ce matin l'audition du nouveau ministre de l'Éducation nationale, c'est Édouard Geffray. Le ministre est revenu sur son budget avec par exemple des crédits réduits pour le pacte enseignant, ce nouveau dispositif de rémunération des heures supplémentaires créé à la rentrée 2023. Le montant de cette enveloppe a largement été réduit. Direction la salle de la Commission de la Culture et de l'Éducation. Le premier, c'est un enjeu de long terme. Sur lequel j'ai plusieurs fois eu l'occasion d'attirer l'attention ces dernières semaines. C'est évidemment l'immense défi pour les 20 prochaines années de notre démographie. Nous aurons perdu entre 2019 et 2029 1 million d'élèves dans le premier degré. Et pour un enfant qui naît aujourd'hui, qui donc entrera à l'école en 2028 et qui passera son bac en 2043, lorsqu'il passera son bac, il y aura 2 millions d'élèves en moins dans le système scolaire qu'en 2015. C'est-à-dire que nous aurons perdu 20% de la population scolaire au cours des 10 ou 15 prochaines années. Et cette chute-là, elle a déjà commencé, elle est extrêmement importante, elle s'accélère année après année. Nous avons perdu 100 000 élèves à cette rentrée, nous allons perdre 150 000 à la rentrée prochaine. Donc nous sommes sur, pardonnez-moi, mais une pente dont l'angle est de plus en plus important. Et évidemment, cette démographie, elle chute quasiment partout, mais plus encore, comme vous le savez, dans certaines zones rurales, ou en tout cas plus vite. Certains départements ruraux ont déjà perdu 30% de leur population d'enfants en 10 ans, à la naissance. Enfin, le taux de naissance a baissé de 30%. Et a fortiori, devant le Sénat et devant vous, c'est un point sur lequel j'insiste, parce que soit la démographie nous dicte notre avenir, et nous la subissons année après année, et nous discutons année après année dans le cadre du projet de loi de finances, en subissant année après année la chute, soit nous essayons d'anticiper, de nous adapter. Et c'est clairement, évidemment, cette deuxième option que je souhaite promouvoir, avec la généralisation des observatoires des dynamiques rurales et démographiques, y compris au-delà du rural, puisque désormais tous les départements sont touchés, comme je vous le disais. Et puis avec la nécessité, et là-dessus je serai extrêmement clair, je l'ai déjà été cette semaine avec les DAZN et les recteurs, mais je vais l'être encore plus dès la semaine prochaine, avec la nécessité de donner une vision pluriannuelle. Alors certes prévisionnelle parce que subordonnée à l'adoption des projets de loi de finances, mais réellement pluriannuelle des risques démographiques et des risques, pour être clair, de fermeture de classe associés. Je reviendrai aussi sur d'autres éléments sur lesquels je voudrais travailler tout à l'heure. Les autres enjeux, ils sont, j'allais dire, plus immédiats, puisque on travaille à la fois pour ceux qui vont sortir dans 20 ans, mais pour ceux aussi qui sont dans le système éducatif. Et sur ce point, très clairement, je suis animé par une préoccupation qui est, si vous me permettez, de stabiliser le système. Alors la stabilité, ce n'est pas l'immobilisme. Il faut évidemment avancer, notamment sur plusieurs sujets que je vais évoquer. Mais c'est la nécessité, je crois, de ne pas à nouveau engager de nouvelles réformes organisationnelles, etc., qui auraient pour effet en fait d'additionner les transformations à celles qui ont déjà été engagées. Et donc, avec cette idée-là à l'esprit, j'ai en ce qui me concerne 3 priorités. La première priorité, elle n'étonne à personne, mais c'est évidemment le niveau des élèves en général. Ce qui suppose, vous l'avez évoqué, on pourra évidemment revenir dans le détail, mais ce qui suppose que nous ayons des professeurs qui soient évidemment compétents, formés, accompagnés et soutenus. Et cette compétence, elle passe notamment par leur modalité de recrutement et leur formation initiale. Nous avons effectivement engagé une réforme de la formation initiale. Il s'agit maintenant, si vous me permettez l'expression, de la faire atterrir, puisque les premiers concours auront lieu au mois de mars. Nous avons 46% de postes supplémentaires ouverts au concours pour précisément permettre de recréer cette dimension d'attractivité et puis de préparer l'avenir. Mais nous devons évidemment travailler, et ce sera un des points majeurs de mes prochaines semaines, sur la suite de ce parcours, notamment sur le contenu du master, pour qu'il soit véritablement de qualité. Ça renvoie aussi bien sûr au sujet de la formation continue, mais je ne veux pas être trop long en propos liminaires. Le deuxième sujet ma deuxième priorité, c'est la très grande difficulté scolaire. Il faut savoir qu'aujourd'hui en France, vous avez 15% des collèges où plus d'un élève sur 2 n'a pas le brevet. Et ça, honnêtement, on ne peut pas l'accepter. Enfin, en tout cas, on ne peut pas se résoudre à l'accepter. Si nous faisons en sorte de changer la donne dans ces 15% de collèges, nous répondons à 40% de la très grande difficulté scolaire. Donc, très clairement, l'enjeu pour moi, c'est d'investir massivement en termes pédagogiques, en termes d'accompagnement social et de santé,
en termes éventuellement, bien sûr aussi, de moyens d'enseignants, sur ces 15% d'établissements, mais aussi de travailler autour de ces établissements en lien étroit avec les collectivités territoriales, de manière à ce que les recteurs établissent, établissement par établissement, avec les équipes éducatives et avec les collectivités, un plan d'action pour, si je me permets l'expression, redresser la barre. Le troisième enjeu, évidemment, alors il y a évidemment d'autres enjeux d'inégalité scolaire, hein, je pense évidemment aux inégalités entre les filles et les garçons, notamment en sciences et en mathématiques, sur lesquelles je vais évidemment poursuivre l'action de mes prédécesseurs. Je pense aux inégalités culturelles, dont tout le monde sait qu'elles sont absolument déterminantes pour la suite des parcours, donc je m'y attaquerai aussi. La troisième priorité, j'allais dire un peu massive, c'est la santé physique et psychique de nos élèves. Puisque vous savez que d'après une étude qui s'appelle Mentalo, qui a été menée par l'INSERM et l'Université Paris-Cité, le rapport d'étape montre qu'un tiers des jeunes de 11 à 24 ans présentent aujourd'hui, ou ont présenté des troubles anxieux ou dépressifs. De même que je n'arrive pas à me satisfaire d'une situation dans laquelle 15% des collèges connaissent des résultats scolaires extrêmement dégradés, je n'arrive pas à me satisfaire d'une situation dans laquelle un de nos jeunes sur 3 quasiment aura connu une période de trouble anxieux ou dépressif. Je m'en satisfais d'autant moins que c'est 2 fois plus important chez les filles que chez les garçons, et que ce chiffre se monte à 45% à l'entrée en seconde. Et je m'en satisfais encore moins, ou je m'en inquiète encore plus, quand on sait que ce chiffre est en grande partie corrélé si vous me permettez l'expression, à la consommation d'écran. Et donc nous avons un devoir collectif, je crois, sur ces enjeux de sécurité physique et psychique, mais notamment psychique, de santé, physique et psychique, de travailler autour de la santé de nos élèves, autour de leur prise en charge, autour de leur orientation vers la médecine de ville, notamment lorsque nous détectons des situations, et bien sûr contre les violences, et notamment contre la première d'entre elles, qui est le harcèlement scolaire, dont vous savez que nous sommes dans la semaine non-harcèlement. Une fois que j'ai posé ces 3 priorités, je voudrais simplement revenir peut-être sur l'état d'esprit qui m'anime et ensuite la façon dont le projet de loi de finances qui vous est soumis permet d'y répondre. Moi, je ne conçois pas qu'on puisse travailler sur l'avenir de l'école sans associer l'ensemble des parties prenantes, et en premier lieu, évidemment, les organisations syndicales, et tout aussi, évidemment, à mon sens, les collectivités territoriales. Il y a un moment où on ne peut pas décider de préparer un certain nombre de choses sans, si je puis dire, que tout le monde soit à bord et qu'on construise ensemble un certain nombre de trajectoires. J'y pense notamment, on parlait tout à l'heure de la déprise démographique, pour des territoires, notamment ruraux, qui sont marqués par une très forte baisse démographique et par des fermetures de classes ou d'écoles. Je voudrais travailler, au moins à titre expérimental pour l'instant, mais en réalité pour préparer l'avenir, parce qu'il faut qu'on se projette une fois encore sur 20 ans, avec peut-être des territoires volontaires, ou pilotes, des départements ou des intercommunalités, et dès la rentrée 2026, sur peut-être des réflexions plus globales sur l'offre scolaire. Il ne s'agit pas seulement de fermer une classe quand il n'y a plus assez d'élèves, il s'agit de s'interroger collectivement sur, avec les mêmes moyens, ou avec des moyens peut-être légèrement en baisse ou adaptés, mais peu importe, en tout cas avec plus de moyens proportionnellement que nous en avons besoin en termes d'enfants, comment finalement transformer une contrainte et une réalité qu'est la démographie en aubaine pour repenser l'offre scolaire. Est-ce que, par exemple, ça veut dire que dans ces territoires, on ne pourrait pas mettre un peu plus de moyens pour que les élèves puissent rester, par exemple, jusqu'à 10h30 avec des cours de soutien ou que sais-je. Il y a des choses à travailler. C'est pas moi qui vais donner mes idées directement de période Grenelle, mais je pense qu'il y a des choses à travailler au niveau territorial, et évidemment, j'accompagnerai ce mouvement pour ne pas que nous fassions face à des, si vous me permettez l'expression, fermetures sèches, année après année, au gré de la démographie. Le deuxième élément qui m'anime, et je voudrais partager avec vous, c'est que autant je pense qu'il faut appeler, si vous me permettez l'expression, un chat, c'est-à-dire qu'il ne faut pas taire les difficultés de l'école, elles existent, j'ai été amené à le dire, autant notre école, elle a aussi un potentiel et des forces qui sont absolument considérables. Absolument considérables. Moi, je suis fier de savoir qu'il y a un actif sur 30 qui actuellement travaille à faire progresser les enfants des autres. Et je pense que nous avons collectivement un intérêt général à le porter. La figure symbolique du professeur, la figure symbolique des personnes de l'éducation nationale, leur rôle, leur place sociale, leur, j'allais dire, inviolabilité physique et psychique par rapport aux menaces ou aux temps contradictoires dont peut faire l'objet, c'est pour moi un élément absolu parce que les professeurs sont à la fois notre fierté et notre espoir.
Deuxième chose, c'est que notre école, elle est capable de faire progresser les élèves. Nous avons fait beaucoup dans le premier degré, comme vous le savez. Ces dernières années, les résultats se sont très sensiblement améliorés dans le premier degré. Autant le second degré est pour moi un point d'inquiétude, notamment au niveau du collège, et les résultats d'ailleurs des évaluations nationales comme PISA le montrent. Autant dans le premier degré, année après année, nous avons réussi à grappiller des points de maîtrise supplémentaires qui montrent en réalité une amélioration du niveau des élèves grâce à l'investissement des professeurs. Ce paysage étant donné, c'est donc à ces enjeux que le projet de finance qui vous est soumis et que vous allez évidemment discuter et sur lequel vous prononcerez, essaye de répondre évidemment à ces enjeux. Alors, quelques éléments d'abord généraux. Je me permets de rappeler que, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, c'est 63 milliards d'euros, plus 30% depuis 2017. L'effort, c'est plus 30% depuis 2017. Et pour ce projet de loi de finances, effectivement, nous avons un système de si je me permets l'expression, de va-et-vient ou de répartition des postes, à la marge évidemment rapportée aux 1 200 000 postes d'agents publics de ce ministère, mais qui permet en réalité d'amorcer les éléments dont je voulais vous parler. Je me suis permis de vous apporter juste quelques graphiques qui normalement devraient pouvoir s'afficher à l'écran sur la situation démographique pour que chacun mesure bien en réalité de quoi on parle quand on parle des moins 4000 suppressions d'emplois. Ça, c'est donc la chute démographique juste dans le premier degré. J'ai pris le premier degré ici. Comme vous voyez, qui grosso modo passe de 6 700 000 à la rentrée 2019 à 5 700 000 à la rentrée 2029. 1 million d'élèves sur 6 700 000. Nous avons arrêté par rapport à ça, si on peut mettre la deuxième diaporama, ces dernières années, nous avons en fait en réalité une stabilité, voire une progression du nombre de professeurs. Ça, c'est donc le nombre de professeurs en bleu, en bas pour les classes de préélémentaire, donc de maternelle, et pour la courbe orange en élémentaire. Si on rapporte les deux, et c'est la troisième diapositive, sur un graphique, j'allais dire comparable, vous voyez que le trait vert, c'est l'évolution de la démographie, et les traits bleus et jaunes et orange, c'est l'évolution du nombre de professeurs. Nous n'avons pas suivi la démographie et nous ne vous proposons pas de la suivre. Parce que si on la suivait, en réalité, on ferait peser sur l'ensemble du système une contrainte très forte, mais que ça serait une règle de 3 un peu bête et méchante, alors que la réalité territoriale est infiniment plus diverse que ça. Et aussi parce que, en réalité, et moi c'est ma conviction, j'allais dire profonde, mais pas seulement pour ce projet de loi de finances, une fois encore, c'est pour les 20 prochaines années. L'enjeu, à mon sens, il y a 4 dimensions. Il y a une première dimension qui consiste à se dire, il y a une chute démographique, on ne peut pas le nier, et on est obligé d'en tirer en partie les conséquences. C'est les 4000 suppressions d'emplois qui correspondent approximativement à la moitié de la démographie. Mais précisément parce que ce n'est que la moitié, on profite, entre guillemets, de la triste aubaine de la démographie pour améliorer les conditions d'intervention ailleurs, et notamment pour diminuer progressivement le nombre d'élèves moyens par classe. En 2017, on était à 23,5 élèves par classe en moyenne. On sera à la rentrée 2026 à 21. Au passage, d'ailleurs, c'est un record historique dans l'histoire du système éducatif français. On n'a jamais eu 21 élèves par classe dans le premier degré. Jamais. En 150 ans d'histoire de la République. Mais en même temps, il faut évidemment... vous voyez, l'idée, c'est de dire à la fois, on tire un peu les conséquences de la démographie, on en limite les effets, notamment en termes de fermeture de classe, on en profite un peu pour réduire progressivement le nombre d'élèves par classe, sans pour autant, si je puis me permettre, se précipiter. Parce qu'en réalité, si aujourd'hui on voulait se précipiter en disant oui, le CDE, la moyenne c'est 19, donc il faudrait tabler directement sur 19, en réalité on créerait une crise du recrutement dans 15 ou 20 ans. Parce que dans 15 ou 20 ans, si on maintient tout à plat, on aura tellement de professeurs qu'on n'aura plus besoin de recruter par rapport à la démographie. Et donc il faut aussi qu'on anticipe sur cette trajectoire-là. Et puis, en parallèle, on renforce l'accompagnement des élèves dans les autres dimensions que celles de l'enseignement. On prend en compte la complétude, si je puis dire, de l'élève, et notamment on augmente les emplois en matière de santé et de prise en charge sociale. C'est pour ça que dans ce projet de loi de finances, il est proposé de créer 300 postes d'infirmières, de psychologues d'éducation nationale et d'assistantes et d'assistants sociaux. Ainsi évidemment que 1200 AESH pour poursuivre la trajectoire d'inclusion scolaire, étant précisé que ce projet-là nous permettra également de créer 300 unités locales d'inclusion scolaire, les fameuses ULIS, supplémentaires. Et qui nous permettra également de continuer à augmenter nos contrôles sur les différents établissements, notamment les établissements privés sous contrat ou hors contrat. Et puis dernier point, et je m'arrête là-dessus, pardon, on va être un peu long, je suis un peu passionné par mon sujet, c'est aussi de préparer l'avenir
en créant donc 8000 postes supplémentaires, ce qui fait que le ministère de l'Éducation nationale présente un solde positif de 5200 postes, avec cette fameuse réforme du recrutement que je mentionnais tout à l'heure. Et en réalité, vous voyez bien la trajectoire, c'est-à-dire on tempère les effets de la démographie, on améliore les conditions d'emploi, on amorce la pompe à attractivité, si je puis dire, pour l'avenir, et on accompagne nos jeunes dans les différentes dimensions de leur vie, et notamment en termes de santé physique et psychique. Sur la réforme de la formation initiale, alors d'abord, effectivement, j'ai été amené à prendre un certain nombre de décisions cette semaine pour clarifier les choses, puisqu'il y avait un certain nombre de décisions qui avaient besoin d'être prises. Donc je vous parle, ça ne vous dérange pas, d'abord de ces aspects-là. Sur l'engagement. L'engagement, c'est bien un engagement quadriennal à compter de la titularisation. Il ne vaut pas pour tous les lauréats au concours, il ne vaut que pour ceux qui auront été formés, qui auront passé le concours en L3. Et en fait, il est le corollaire du fait qu'on les rémunère pendant leur formation. Donc c'est assez logique, c'est-à-dire que comme on les rémunère 1 400 € la première année, 1 800 € la deuxième année, j'allais dire, il y a une forme d'investissement de la nation sur leur formation qui justifie qu'ils s'engagent au moins pour 4 ans. En pratique, comme vous le savez, les collègues, heureusement, ont une vocation qui va bien au-delà de 4 ans. Mais c'est aussi une façon de matérialiser le fait que la nation tout entière fait un effort et que cet effort, évidemment, est justifié, mais qu'il a pour corollaire qu'on s'engage. Sur la préparation de la rentrée scolaire 2026 et en réalité du contenu master. Moi, j'ai deux enjeux aujourd'hui. Le premier enjeu, c'est de faire atterrir le concours 2026 qui va être passé au mois de mars et pour lequel il y a les fameux 8000 ETP en mesures nouvelles qui sont proposés dans le projet de loi de finances. Et donc actuellement, les concours, les ouvertures des inscriptions ont lieu. Les candidats s'inscrivent de manière, j'allais dire, relativement soutenue. Je n'ai pas encore de chiffres consolidés, mais enfin, en tout cas, les inscriptions interviennent à un rythme régulier. Le concours aura donc le mois de mars, si tout va bien. Donc voilà. En réalité, le deuxième chantier que j'ai notamment, ce que je me suis penché cette semaine, fortement, c'est la question du contenu de la formation qui va suivre. Puisqu'il faut que dans la formation en master, on réponde en fait à plusieurs enjeux. La première dimension, c'est une formation disciplinaire solide. Parce qu'en réalité, on n'est pas solide comme professeur, y compris dans son autorité professorale, si on n'a pas une base disciplinaire ferme. Une dimension évidemment didactique. C'est pas la même chose de suivre des cours de français et d'apprendre un enfant à lire. Et puis une dimension, j'allais dire, qui tient plus à l'environnement global de l'enfant ou du jeune, sa psychologie, etc. Donc nous sommes en train actuellement de travailler avec mon homologue de l'enseignement supérieur, avec la conférence des universités, etc., sur le contenu exact de ce master et des maquettes, mais les choses sont évidemment en bonne voie et évidemment un cadre dialogue social assez soutenu. Sur les licences de professorat des écoles, les fameuses LPE qui vont être mises en place à la rentrée, je vous confirme que l'objectif partagé entre l'enseignement supérieur et nous, c'est bien que ces licences apparaissent dans Parcoursup dès l'ouverture de Parcoursup. Donc il y aura cette visibilité. La maquette pédagogique exacte, elle a vocation à passer ensuite université par université dans un certain nombre d'enceintes. Mais aucun étudiant qui s'inscrit dans une licence ne connaît à l'avance la maquette pédagogique à l'heure près sur les 3 ans. Donc c'est normal, mais le descriptif global, le contenu et la localisation sera évidemment connu. Il y a évidemment l'enjeu pour la formation, j'ai oublié, sur les masters, des 50% d'enseignants. Je dois voir les recteurs jeudi prochain sur le sujet. Donc on va travailler avec eux. Aujourd'hui, je n'ai pas de réponse catégorique. On va travailler avec eux. Dans l'ensemble de cette réforme, pour être tout à fait franc, ce n'est pas le point qui me préoccupe le plus. Voilà. Je pense que l'institution sait faire à condition qu'il y ait à la fois un portage politique très fort, ce qui sera le cas, et ensuite qu'il y ait un travail un peu fin qui soit mené. Sur l'avenir de la carte scolaire, alors il y a plusieurs éléments. D'abord, il faut savoir, même si une fermeture de classe, c'est toujours douloureux. Donc ça n'enlève rien, ce que je vais dire n'enlève rien à ce que ça représente. Mais il faut savoir que le taux d'encadrement a augmenté, donc s'est amélioré dans tous les départements constamment depuis 2017. Tous. Sur les 4000 postes de l'année dernière, alors je vous avouerai que là, j'aurais du mal à vous dire comment ils ont été utilisés, j'allais dire à l'unité près, donc il faudrait que je regarde et que je me penche sur les archives du ministère. Je subodore, pour connaître l'institution un petit peu, qu'ils ont dû être massivement utilisés pour renforcer les besoins de remplacement. Probablement plus que pour
pour être clair, hein, si on se dit les choses, probablement plus que pour être directement implanté en école sur le territoire, parce que vous savez qu'il y a aussi des enjeux de remplacement. Le troisième élément en ce qui me concerne, c'est que, évidemment, le maillage, la carte scolaire, je vous l'ai dit tout à l'heure, et pour moi c'est catégorique, elle doit être travaillée, évidemment, avec les élus locaux et les collectivités territoriales. Très honnêtement aussi, je pense que si l'année dernière on avait eu toutes les suppressions de postes qui étaient envisagées, on aurait eu en réalité beaucoup plus de classes fermées en rural. Il y a très probablement eu les deux phénomènes. Traditionnellement, il y a un amortissement et du remplacement, donc je pense que c'est ce qui s'est passé. Cette année, on va évidemment continuer à essayer d'amortir autant que possible, mais en tout cas, il faut que ça se fasse dans le cadre d'un dialogue. Vous avez dit un de grands forcés, mais ce sont exactement, je crois, les mots que j'ai employés il y a 2 jours quand j'ai réuni en visio les recteurs et d'ASEN, où je leur ai parlé de la carte rurale, où je leur ai dit que les collectivités territoriales et les élus locaux ne pouvaient pas être, si je puis dire, sur le côté de la question, mais qui devaient être au cœur de la question et que ça devait être travaillé. Vous venez d'en reparler, Monsieur le Ministre. Vous avez communiqué avec force sur le chiffre de 21 élèves moyenne par classe. Alors d'abord, c'était vrai pour 26, mais c'était vrai déjà en 24, donc c'est pas exceptionnel. Mais je veux dire qu'il y a quand même beaucoup d'endroits en France, dans notre pays, où des classes sont en 25, 26, 27, 28, voire 29. C'est le problème de la moyenne. La médiane serait peut-être plus judicieuse, mais ça peut s'expliquer aussi, cet écart, parce qu'en fait, si vous rentrez dans la moyenne des classes qui sont dédoublées en repéré plus, qui est une excellente mesure, ça peut fausser la moyenne. Et vous avez expliqué que, et j'espère que vous l'aurez toujours, une oreille très attentive sur les classes de petites classes uniques de ruralité. Du coup, je veux quand même dire que le fait de mettre, par exemple, ces repérés plus à moitié d'effectifs, ça a fait que ça s'est fait à moyen constant, et donc les autres classes ont eu des effectifs un peu plus élevés. J'insiste parce que la baisse démographique permettait de corriger ce déséquilibre qui est caché derrière la moyenne. Pourquoi ne pas en profiter, justement? Et vous l'avez dit, à l'heure où pour l'OCDE, c'est 19 élèves par classe, on ne réduise pas le nombre d'élèves par classe. Quand j'ai commencé à enseigner en 1981, j'étais professeur de mathématiques. Au-delà de 24 élèves, ma classe était dédoublée 1 heure par semaine. Et ce n'étaient pas des élèves dont vous avez parlé tout à l'heure, qui sont addicts aux écrans, aux réseaux sociaux. La qualité d'attention et le temps qu'ils avaient, ils étaient beaucoup plus attentifs que maintenant. Donc je crois que c'est une opportunité pour faciliter les apprentissages dans les classes, parce que je pense aussi que vous l'avez également dit, il y a des difficultés et que l'effectif, même si ça ne fait pas tout, l'accompagnement des profs c'est important également, la formation des enseignants également, toutes les structures à côté, l'infirmière, etc. Je pense que ça serait quelque chose d'important. Ensuite, j'ai été récemment confrontée de près au cas d'une enseignante menacée verbalement et intimidée physiquement par un parent. Or, la première réaction de l'IEN a été de remettre en cause le comportement de l'enseignante. Pas de déplacement, pas d'appel. Ma question, peut-on vraiment aujourd'hui dire que le pas de vague n'a plus cours au sein de la hiérarchie de l'éducation nationale? Du coup, je me suis renseignée auprès de l'IEN qui n'était pas très loin de chez moi, sur Montélimar. Elle m'a expliqué qu'au contraire, elle jouait un rôle d'accompagnement des personnels éducatifs, qu'elle rencontrait les parents, tandis que d'autres renvoient aux enseignants aucun soutien et les enseignants se sentent abandonnés. Plus généralement, la protection de nos personnels enseignants continue d'être un sujet de préoccupation. Une note des services statistiques du ministère de l'Éducation nationale parue en juillet pointe ainsi que 57% des enseignants du second degré ont vécu une atteinte à leur personne ou à leurs biens en 23-24 et 15% ont subi des moqueries ou insultes. Plusieurs mesures visant à mieux protéger les personnels enseignants font consensus dans nos rangs. Je pense en particulier à l'octroi automatique de la protection fonctionnelle voté par le Sénat en 2025. Le gouvernement a-t-il prévu d'avancer enfin sur ce sujet? Tout à l'heure, je vous ai parlé d'AESH. J'ai été alertée, ainsi que plusieurs de mes collègues, sur l'injonction faite à cette rentrée à des AESH de signer des avenants à leur contrat leur imposant une extension pouvant aller jusqu'à plusieurs dizaines de kilomètres de leur secteur d'intervention géographique, sous peine de sanctions pouvant aller jusqu'au licenciement. Et en Ille-et-Vilaine, 24 personnels AESH ont vu ainsi leur licenciement validé en raison du refus de leur part de signer cet avenant. Comment justifier de telles méthodes dans un contexte où les AESH manquent déjà à l'appel? Je terminerai, parce que je pense qu'il ne faut pas que je sois trop longue, par quelque chose qui me tient à cœur et je pense que pour d'autres collègues aussi, c'est les VARS.
Les attentes sont très fortes au sein de notre commission, mais aussi de la délégation droits des femmes sur la mise en œuvre effective de l'éducation à la sexualité. Normalement, le programme a été établi, la formation des enseignants, puisqu'il avait été fait le choix que ce soit les enseignants qui portent ce sujet, a dû être faite, cette formation. Vous savez que c'est obligatoire de par la loi depuis 2001 et qu'il y a un rapport qui pointait que c'est moins de 15% des élèves qui bénéficient des 3 séances prévues. Ce rapport daté de 2021. Quel retour pouvez-vous nous faire sur la mise en œuvre du programme de cette rentrée? L'ensemble des formations prévues pour les enseignants ont-elles pu se déployer de façon efficace? Et enfin, Madame Borne avait prévu que d'ici 2030, il y aurait un objectif de 30% des quotas pour l'accès pour les filles aux classes préparatoires scientifiques. Maintenez-vous cet objectif? Merci. Monsieur le ministre, moi j'avais lu votre interview dans le Figaro avec beaucoup d'enthousiasme et je pensais que nous allions avoir ce soir votre vision de l'école. Alors certes, nous sommes en audition budgétaire, il faudra attendre, si elle a lieu, une prochaine audition pour vous connaître votre vision de l'école. Vous n'avez pas des effectifs et vous nous avez dit que finalement vous n'accompagnerez pas la baisse démographique telle qu'elle se produit, mais nous ne parlons que de réduction des effectifs des professeurs. N'y a-t-il pas une administration administrante à l'éducation nationale et n'est-elle pas amenée à faire un effort en matière de réduction des effectifs? Deuxièmement, vous avez fixé la barre à 4000. Est-ce que cela permet de rester dans les purs d'un objectif à 4,7% du produit intérieur brut en matière de déficit budgétaire? Ou est-ce que l'éducation nationale ne participe pas à l'effort attendu pour réduire le déficit budgétaire de l'État? Vous nous avez parlé de carte scolaire pluriannuelle. Ça fait 5 ans qu'on nous en parle. Et nous avez dit que on en reparlera et que peut-être on pourrait aller vers une carte pluriannuelle. Est-ce que c'est si compliqué que cela d'entrer dans une démarche pluriannuelle, partenariale, conventionnelle avec les collectivités locales pour réfléchir à l'offre d'enseignement? Faut-il encore une commission Théodule sur ce sujet sur lequel on vous interpelle? Enfin, on a interpellé vos éphémères prédécesseurs depuis 5 ans. Finalement, le fond de ma question la plus importante est la suivante. Vous avez été DGESCO, vous avez servi 5 ministres différents. Comment expliquez-vous qu'on en reste toujours à un débat sur les moyens, toujours plus de moyens? On a encore eu une belle illustration il y a un instant, et qu'on est dans l'incapacité d'avoir une réforme structurelle de fond et durable. Comment expliquez-vous cette incapacité à construire une réforme durable et permanente de notre école? Dans votre très belle interview dans le Figaro, vous m'avez fait rêver. Vous avez parlé de mettre fin à une organisation universelle. Vous nous avez dit que l'école n'est pas un jardin à la française et qu'elle doit s'adapter aux réalités territoriales. Vous avez pris comme exemple celui des 15% des collèges en très grande difficulté scolaire. La différenciation pilotée par le haut, ça ne marche pas. Sinon, l'école faisant là ensemble, ça aurait fonctionné. L'école du futur, ça aurait fonctionné. On est le seul pays d'Europe à imaginer qu'on peut faire la différenciation par le haut. Qu'en pensez-vous? Partagez avec moi le fait que le seul remède à cette organisation universelle que vous dénoncez, c'est la liberté par l'autonomie des établissements. Il y a un principe, des modalités à adapter éventuellement, notamment avec la proposition de loi du président Lafont, et puis une culture. Le principe, il est très clair. C'est qu'on ne touche pas un professeur. On ne remet pas en cause ses enseignements et on n'est pas juge de l'enseignement des professeurs. Et enfin, là-dessus, enfin, je suis quand même, pour être clair, extrêmement catégorique. On ne peut pas se permettre que nos professeurs soient le réceptacle des premiers, si je puis dire, les premières cibles des tensions de notre société, des visions idéologiques des uns ou des autres, et pire encore, des théories complotistes les plus folles qu'on voit émerger et disparaître d'ailleurs aussi vite au profit de la suivante sur les réseaux sociaux. À partir de là, en termes de protection fonctionnelle, ce que nous avons fait depuis plusieurs années maintenant, c'est
en pratique, je dis bien en pratique, une quasi-automaticité. C'est-à-dire que dès qu'un agent... Vous savez qu'auparavant, il fallait formuler une demande pour avoir protection fonctionnelle, ce que à titre personnel, j'ai toujours trouvé un tout petit peu curieux. Désormais, dès qu'un agent est en situation de conflit ou de menace, etc., on lui propose immédiatement la protection fonctionnelle, on l'accompagne pour les dépôts de plainte, on prend éventuellement, dans certains cas, des mesures de protection. Et si vous me permettez l'expression, ça fonctionne, tristement, mais ça fonctionne, puisque on a augmenté, rien que l'année dernière, de 26% le nombre de protections fonctionnelles accordées, avec plus de 5000 protections fonctionnelles accordées. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à la proposition de loi qui est finalement celle d'une présomption, entre guillemets, enfin, à la fois automaticité et présomption? Il y a juste un point sur lequel j'ai à ce stade une interrogation juridique, c'est pas sur le caractère, j'allais dire automatique, ça je suis tout à fait convaincu, mais c'est sur l'inversion complète de la présomption, parce qu'on se dit que dans certains cas, on peut avoir des situations où objectivement vous pouvez avoir une faute personnelle de l'agent, ça arrive malheureusement. D'ailleurs, dans ces cas-là, tout le monde dit c'est épouvantable, il faut évidemment réagir, prendre des mesures, etc., etc. Et il ne faudrait pas qu'en fait l'octroi une forme de présomption, j'allais dire presque irréfragable, aboutissent à devoir faire des efforts démesurés lorsqu'on est face à une situation où manifestement le professeur, ça peut arriver une fois encore, c'est rarissime, mais ça peut arriver, aurait lui-même été fautif. Mais c'est vraiment de l'ordre du réglage et sur le principe et la démarche intellectuelle, je suis évidemment d'accord. Le troisième paramètre, pardon d'interrompre ce point, mais comme vous avez été plusieurs à l'évoquer, je ne l'évoquerai plus après, c'est le paramètre culturel. C'est probablement celui qui est le plus difficile à changer. Parce que plusieurs de mes prédécesseurs ont dit le pas de vague c'est fini. Et je crois que, comme moi, ils en étaient absolument convaincus. Maintenant, sur une structure qui accueille 20% de la population française tous les jours, qui a 1 million de personnes dans 60 000 implantations, il est évidemment très difficile de garantir que tout responsable, tout cadre, toute personne aura aussi peut-être le courage intellectuel de franchir ce cap. Donc moi, ma ligne, en tout cas à moi, elle est claire. C'est que on ne met pas les choses sous le tapis et qu'à partir du moment, enfin, il y a deux dimensions. Un, en amont, on ne touche pas un professeur. Deux, si on touche un professeur, toute l'institution doit réagir au pénal, administrativement, etc. Sur EVARS, puisque c'est aussi un sujet qui est revenu dans plusieurs questions, donc comme ça, voilà, je vais poinçonner, si je puis dire, les différentes questions qui m'ont été posées. Sur EVARS. D'abord, EVARS, maintenant, c'est un programme. Un programme, ça s'applique. J'ai eu l'occasion de le dire d'ailleurs hier à l'Assemblée. Ça s'applique partout. C'est pas discutable, c'est pas négociable, c'est pas amendable. On fait pas son marché. Donc, très clairement, pour moi, il n'y a pas de débat sur l'applicabilité d'EVARS. Il y a un enjeu sur la formation. On a engagé 119 millions d'euros au total sur la formation sur EVARS au cours de la dernière année et pour cette année scolaire. Il y a plus de 15 000 professeurs, à ma connaissance, qui ont été formés évidemment en présentiel. Il y en a d'autres qui sont effectivement formés à distance. On sait qu'il y a toujours ce délai entre le moment où on forme des formateurs et le moment où les formateurs eux-mêmes forment des collègues. Mais objectivement, le plan de formation est assez massif. À ce stade, les remontées qu'on a du terrain, c'est qu'on ne rencontre pas de difficultés majeures dans la mise en œuvre, passer les quelques déformations, instrumentalisations sur le contenu du programme lui-même. Et en réalité, je crois que il suffit de rappeler qu'il y a au moins aujourd'hui un enfant par classe qui est victime de violences sexuelles intrafamiliales pour, normalement, si on est, j'allais dire, raisonnablement préoccupé du sujet, se dire que c'est important d'avoir un travail autour du respect de la personne, de son corps, du consentement, etc. Bon. Donc aujourd'hui, ce programme s'installe. On aura 2 enquêtes complètes, à la fois au mois de décembre et au mois de juin, qui permettront de voir si ça s'est effectivement installé. Et évidemment, on en tirera les conséquences si d'aventure ce n'était pas le cas. Sur les sujets femmes et sciences, alors pour le coup, je m'inscris totalement dans les pas de ma prédécesseur Elisabeth Borne, qui a porté, vous savez, un plan ambitieux, auquel je crois et auquel je vais rajouter à la fois évidemment toute mon énergie et peut-être aussi ma patte, forcément, mais sur les mêmes lignes. En réalité, c'est quelque chose qu'il faut appréhender dès le départ, puisque vous savez que c'est dès le CP que les résultats se distinguent entre les filles et les garçons en mathématiques. Les filles sont meilleures à l'entrée en CP, et à partir de la mi-CP,
elles deviennent moins bonnes. Et quand on est en fin de CM2, il y a quasiment 10 points d'écart entre les filles et les garçons en termes de maîtrise. Ça, c'est pas acceptable. Donc ça fait partie des choses qu'on va évidemment travailler en termes de réponse pédagogique. Et enfin, sur la baisse des élèves, pardonnez-moi, Madame la sénatrice Meunier, mais vous avez posé cette question. Je vous confirme que ça n'a pas cessé de baisser. Alors, c'est la virgule après le 21 qui diminue, mais le 21,0 sera atteint pour la première fois cette année, en tout cas à ma connaissance. Et normalement, de ce point de vue-là, mes rares connaissances n'ont pas trop vieilli, puisque j'avais connu les années précédentes. Sur la question des contrôles des établissements privés et sur le plan brisons le silence, agissons ensemble. Alors d'abord, je rappelle que ce plan et de manière générale la lutte contre les violences scolaires, il est commun à l'ensemble du système éducatif, pas propre au privé sous contrat. Moi, j'ai un enjeu qui est de protéger les 12 millions d'élèves qui sont placés sous la responsabilité du ministère de l'Éducation nationale d'une manière ou d'une autre. Mais donc, il faut qu'on ait, j'allais dire, le même niveau d'exigence, le même regard partout, et avec des personnels, enseignants notamment, qui évidemment, dans leur quasi-totalité, quel que soit leur lieu d'exercice, sont animés par les mêmes piliers, instruire et protéger. Néanmoins, il faut évidemment contrôler, et c'est pas que là-dessus, il faut évidemment contrôler privé sous contrat. J'ai dit d'ailleurs que je poursuivrai de ce point de vue-là l'action engagée et que, avec le même volontarisme. Nous aurons contrôlé cette année 1000 établissements en 2025 et nous tiendrons bien le cap des 40% d'établissements contrôlés, établissements privés sous contrat, contrôlés d'ici 2027. Il y a effectivement une mission d'appui au niveau de l'inspection générale qui permet d'intervenir, d'ailleurs de manière générale, quelles que soient les situations, quand on est sur une situation, j'allais dire, grave, problématique ou difficile à appréhender uniquement au niveau local. Et cette inspection, elle a vocation à être complète, elle a vocation à être à 360 degrés, à la fois administrative, pédagogique, financière, etc. Sachant, je le rappelle là aussi, que pédagogiquement, les professeurs du privé sous contrat sont inspectés par les inspecteurs d'éducation nationale régulièrement, exactement au même titre, dans les mêmes conditions en termes de séquençage que les professeurs du public. C'est un élément important, puisque par définition, c'est ce que je rappelais aussi tout à l'heure, on y enseigne les mêmes programmes. Et les professeurs, ils sont soumis aux mêmes règles, et c'est évidemment important. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je vais me permettre de revenir avec quelques questions précises, y compris sur des propos que vous avez pu tenir peut-être un peu généraux. Je vais vous citer, vous avez dit « on essaie de tempérer au maximum les fermetures de classes et on réinvestit les moyens où les classes sont chargées ». Alors, je suis élue à Paris. Et j'ai interrogé nombre de vos prédécesseurs sur les fermetures de classes massives à Paris. Et à chaque fois, j'ai eu la même réponse. Vous pouvez regarder les vidéos, vous pouvez lire les écrits. Mais à Paris, la moyenne est à 20 élèves par classe. C'est formidable, c'est le deuxième meilleur chiffre en France. Mais, parce que peut-être que la pédagogie, c'est de la répétition, il se trouve que nos enfants ne sont pas des moyennes. Et donc, en effet, dans le 19e arrondissement où je vis, où j'habite, où je suis élue, oui, avec 3/4 d'écoles en REP, en effet, on a des effectifs qui sont extrêmement adaptés à la situation et qui permettent d'accompagner les enfants. Et en effet, ça produit de l'effet sur les résultats des enfants. Mais ça, c'est une moyenne. Et la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, j'ai eu l'occasion d'échanger avec la communauté éducative d'une école. Pardon Agnès, c'était dans le 15e arrondissement, où en maternelle, à Amiral Roussin de mémoire, ils sont à 28 par classe. Et en fait, ce n'est pas des moyennes, nos enfants. Donc, ma question très précise est, puisque vous vous êtes engagé, quel est le nombre et quelle est la proportion de classes dans lesquelles l'effectif est supérieur à 25 dans l'ensemble des écoles de notre pays pour que nous puissions avoir ensemble ce dialogue construit. Je reviens sur le rapport qu'ont cité Jacques Grosperrin et Annick Billon. Là aussi, nous avions, au-delà d'engagement de principe, un certain nombre de propositions précises. Je me permets d'en lister 3. Mettre en place des observatoires des dynamiques scolaires partout sur le territoire, car la question ne concerne pas que les territoires ruraux, vous l'avez dit dans votre propos introductif. Avoir une stratégie éducative territoriale sur 6 ans qui précise les critères et orientations qui permettent l'ouverture ou la fermeture de classe. Élaborer une carte scolaire pluriannuelle sur 3 ans. Ma question finalement est très simple. Pouvez-vous, Monsieur le Ministre, vous engager, non pas sur des propos généraux, mais sur ces 3 propositions? Et puis, vous l'avez dit, là aussi je vous cite, la situation de l'école est extrêmement inquiétante, et notamment en termes d'inégalité sociale et scolaire. Je vais donc revenir sur le pendant
positif de ces inégalités que vous avez décrites, c'est la politique publique en faveur de la mixité sociale et scolaire. Alors nous avions déposé avec mes collègues du groupe socialiste une proposition de loi sur ce sujet-là. Elle n'a pas passé le cap du Sénat, mais tous les élus présents dans l'hémicycle s'étaient accordés sur le fait qu'on ne pouvait plus nier le fait qu'il y avait une difficulté en matière de mixité sociale et scolaire dans notre pays, entre établissements publics, mais aussi avec une ségrégation croissante des établissements privés sous contrat. Ma question, là aussi, est très simple. Qu'allez-vous faire? Avec quels moyens? Quelles obligations, au-delà d'un protocole non obligatoire dont nous n'avons jamais, par ailleurs, vu le bout du début de la queue, même si ça nous a été promis à moult reprises par vos prédécesseurs? Catherine Morin-Desailly. Merci, Monsieur le Président. J'ai deux questions assez simples. Monsieur le ministre, vous avez été à la tête de l'enseignement scolaire, donc vous n'êtes pas sans savoir que la loi École de la confiance votée en 2019 a été amendée par le Sénat, par notre commission, fixant un certain nombre d'obligations en matière de formation des formateurs à l'ère du numérique, et que ces dispositions ont été aussi intégrées au Code de l'éducation. Et je cite en fait l'ambition que nous portions ensemble, soutenue à l'époque d'ailleurs par Jean-Michel Blanquer. Il forme des étudiants et des enseignants à la maîtrise des outils et ressources numériques, à leur usage pédagogique, ainsi qu'à la connaissance et à la compréhension des enjeux liés à l'écosystème numérique et à la sobriété numérique. Et bien entendu, la maquette dans les INSPE devait être revue, un nombre d'heures précis devait être dédié, des budgets devaient être consacrés. Depuis lors, année après année, avec patience mais ténacité, j'interroge chacun des ministres de l'Éducation nationale pour avoir des renseignements sur la ligne budgétaire dédiée, sur l'effectivité de la mesure adoptée à l'unanimité. Donc peut-être pourrez-vous m'apporter une réponse, ou au moins dans les jours qui viennent, j'en serais ravie. C'est important à l'heure où la santé mentale des jeunes est souvent évoquée, où les enseignants parfois, ou les parents peuvent être démunis face à ces enjeux d'éducation et de sensibilisation, voilà, aux enjeux cyber en général, au numérique en particulier, aux dangers des réseaux sociaux. Donc pouvez-vous nous apporter une réponse? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question porte aussi sur la sensibilisation qu'avait eu notre commission de différents ministres de l'Éducation qui vous ont précédé aux conséquences de la règle de remplacement de courte durée, la réforme de remplacement de courte durée, sur les dispositifs Ma classe au cinéma. Vous connaissez bien le sujet puisque Madame Borne vous a confié un rapport d'ailleurs excellent qui vise justement à établir une ambition renouvelée en matière d'éducation à l'image et en faveur du développement de Ma classe au cinéma. Si votre budget n'est peut-être pas directement comment dirais-je, associé, encore que vous allez pouvoir nous en dire plus. Comment comptez-vous associer la ministre de la Culture, le Centre national du cinéma, pour faire en sorte que ces dispositifs puissent être pleinement repris? D'ailleurs, vous évoquez vous-même ces vulnérabilités, ces fragilités en matière de financement. Donc, compte tenu de l'ambition affichée, bien entendu, nous pensons que vous avez su prendre les dispositions qui s'imposent à partir de maintenant, nous l'espérons. Cédric Vial, l'auteur de la PPL du même nom. Merci, Président. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, je vais essayer d'être bref, mais ma question portera sur la question du handicap et de l'école inclusive. Ça ne vous surprendra pas. Et je vais essayer d'être bref parce qu'on a eu l'occasion d'échanger la semaine dernière assez longuement sur le sujet. Donc, vous connaissez un certain nombre de mes préoccupations. Je vais poser la question sous deux formes. La première, il y a une PPL qu'on a citée tout à l'heure qui vise à renforcer le parcours inclusif des enfants à besoins éducatifs particuliers, dont le parcours législatif s'était interrompu après la CMP, qui devait être renvoyé en deuxième lecture à l'Assemblée nationale et au Sénat. Donc ma question est simple. Est-ce que vous pensez qu'elle sera réinscrite? Allez-vous vous investir pour qu'elle le soit? Si oui, quand? Puisqu'elle dispose d'un certain nombre je pense, d'outils qui permettront de mieux prendre en charge l'école inclusive, après notamment les modifications importantes que le Sénat a pu y apporter dans cette contribution. C'est cette loi aussi qui parle des passes, vous en avez parlé tout à l'heure.
Je partage moins votre enthousiasme sur les PASS, sur leur capacité à régler un certain nombre des problèmes que vous évoquiez tout à l'heure entre la compensation et l'accessibilité. Là, j'ai bu du petit lait. Effectivement, le constat que vous partagiez tout à l'heure, c'est un constat qu'on a fait ici au nom de la Commission de la Culture depuis un certain temps. Les PASS peuvent éventuellement y contribuer, mais les PIAL auraient très bien pu le faire si on y avait mis les moyens et si on les avait mis en œuvre comme ils avaient été prévus à l'origine aussi par la loi, en associant aussi le médico-social. Les PASS, je vous rappelle, Monsieur le Ministre, ne concernent pas que les enfants en situation de handicap, mais élargissent le périmètre à tous les enfants à besoins particuliers. Vous l'avez dit, notre problème aujourd'hui, il y a 520 000 enfants reconnus en situation de handicap, avec une augmentation de l'ordre de 10% par an. Combien y a-t-il d'enfants en situation à besoins particuliers? Combien de plus? On n'a jamais réussi à avoir ce nombre-là. Si on est à 520 000 enfants en situation de handicap, combien y en a-t-il en plus qui ne sont pas en situation de handicap et qui sont à besoins particuliers? Et comment va-t-on améliorer la situation si on n'arrive pas à prendre en charge ces 520 000, si on élargit finalement à peut-être à 800 000 ou 1 million le nombre d'enfants qui devront être pris en charge? Donc c'est ma deuxième question. Est-ce que vous savez combien il y en a? Tout simplement, parce qu'avant de mettre des dispositifs pour tous les prendre en charge, on n'a pas réussi à avoir de chiffres. Aujourd'hui, c'est 4 milliards d'euros à peu près, l'école inclusive. Et ça ne marche pas. Et on a mis des moyens considérables depuis 10 ans. Les gouvernements successifs ont mis des moyens considérables depuis 10 ans. Et non seulement ça ne marche pas, mais pire, ça marche de moins en moins bien. Et vous l'avez dit encore tout à l'heure, 50 000 enfants sans situation. Sur la loi dite Vial, sur la prise en charge des enfants en situation de handicap sur le temps méridien, on était environ à 70% des enfants qui avaient trouvé une solution à la fin de l'année dernière. C'est-à-dire en début d'année, on était probablement à 40 ou 50%. C'est pas possible, c'est pas acceptable, alors que des moyens ont été votés. On a voté 32 millions d'euros ici pour prendre en charge ces enfants, et ça ne marche pas parce que sur les territoires, il y a une organisation qui... On ne sait pas de qui elle dépend, mais en tous les cas, il n'y a pas de pilote dans l'avion pour faire en sorte que ça puisse fonctionner. Les règles telles qu'elles ont été édictées ne suffisent pas, et localement, on a un déficit de pilotage. C'est pour ça que je vous disais, il faut sortir des discours, il faut mettre les mains dans le moteur pour faire en sorte que ça marche. Donc, Monsieur le Ministre, voilà mes deux questions. La PPL, et puis comment comptez-vous faire pour faire en sorte que ça marche, et notamment que la prise en charge sur le temps méridien ne se fasse pas au détriment de la prise en charge des enfants sur le temps scolaire. Je vous remercie. Madame la sénatrice Brossec, vous m'avez interrogé sur la situation de Paris. Alors, situation dont vous savez, je pense que par rapport au reste du territoire national, elle est particulièrement favorable. Si on mesure en termes de taux d'encadrement, non, mais je me permets de le dire, le taux d'encadrement des élèves parisiens, on apprécie le taux d'encadrement dans le premier degré en rapportant, grosso modo, enfin en déterminant le nombre d'enseignants disponibles pour 100 élèves. À Paris, ce taux est de 6,63 ou de 6,05 au niveau national. Je me permets simplement de le partager avec vous. Et par ailleurs, vous savez comme moi que Paris, ces dernières années, a perdu en moyenne entre 3 et 4 000 élèves par an dans le premier degré. Entre 3 et 4 000 par an. Donc, j'ai ensuite, et vous avez raison de le dire, et d'ailleurs j'ai été le premier à rappeler partout où je passe, ce n'est qu'une moyenne. Et je suis le premier à dire que et les écoles et les enfants ne sont pas des moyennes. Simplement, moi je suis aussi très souvent saisi dans le débat public de « Ah, l'OCDE c'est 19 ». Alors, soit on parle de moyenne partout, soit on parle de moyenne nulle part. Quand on dit moyenne OCDE c'est 19, on est le dernier pays d'Europe, je ne sais pas quoi, bah, effectivement on est moins bien classé que le reste de l'OCDE en moyenne. Et donc c'est pour ça que je prends le même élément, parce que je trouve important que la représentation nationale puisse comparer les éléments entre des choses comparables. Tout le monde sait au demeurant, et vous avez raison, qu'en fonction de l'habitat d'un quartier, de la taille de l'école, etc., il peut y avoir des classes à 25 ou à 26 ou parfois à 27, et que c'est très lourd dans le premier degré, et que dans d'autres endroits, on a des classes à 19, 18, 17 ou moins. Alors, moi, je suis tout à fait dispo. Honnêtement, j'ai pas les chiffres ligne à ligne, mais je pense que chez nous, la DEP, qui est un peu notre INSEE ministériel, les a. Et moi, j'ai évidemment, vraiment aucun problème à partager les données. On va leur demander dès demain, mais pas seulement globalement, mais par niveau.
Parce que si je vous donne un truc global en disant dans le premier degré, il y a tant de classes avec 25 élèves ou tant de classes avec 23 élèves, ça, honnêtement, ça ne nous servira à rien en termes de pilotage. En revanche, le dire par niveau, c'est-à-dire petite section, moyenne section, grande section, etc., pour qu'on puisse travailler ensemble sur le sujet, aucun problème. Après, sur la répartition, j'allais dire classe par classe, école par école, ça pour le coup, c'est un travail académique. Là aussi... J'ai beau avoir 24 heures par jour, je ne me permets pas de dire quelles écoles ont combien de professeurs sur tout le territoire national, heureusement pour ma santé mentale. Mais en tout cas, j'intègre complètement le paramètre que vous mentionnez sur la nécessité d'avoir ces équilibres. Pardon, vous avez également évoqué l'observatoire dynamique rurale et démographique en général. Je reviens juste sur un point, sur donc, la dimension pluriannuelle, j'ai répondu. Sur la dimension des critères, je pense que... Alors, je vais retravailler là-dessus parce que je ne vais pas vous dire de bêtises. Mais il est évident, à mon sens, qu'on ne peut pas se borner à la démographie. Il faut qu'on prenne en compte l'éloignement. Et à mon sens aussi, des dimensions qu'on a introduites assez récemment en réalité dans nos réflexions, mais je pense notamment à des dimensions comme l'indice d'éloignement culturel. C'est-à-dire le fait que c'est pas la même chose d'être au fin fond de mes montagnes des Alpes, où vous êtes mécaniquement à 40 minutes de la première grosse ville, et d'avoir un cinéma, un théâtre, etc., quasiment, entre guillemets, à portée de la main, au sens où il suffit de faire quelques centaines de mètres à pied pour y accéder. Donc, ça fait partie des critères qui ont vocation à être pris en compte, qui sont d'ailleurs pris en compte, mais peut-être à être plus critérisés. Et en même temps, je m'arrête en même temps que je le dis, vous voyez, parce que plus critérisé, rien ne doit être dans le système éducatif automatique. Le côté à l'aveugle, en disant « Ah, désolé, vous êtes sous le seuil à 1,31, donc pour vous, c'est comme ça », on sait tout ce que ça donne. Donc, il faut que ce soit des critères, mais à la fin, il y a une appréciation humaine, politique au sens de politique publique qui doit être apportée pour protéger autant que possible nos territoires. Dernier point sur la mixité sociale et scolaire. Alors vous savez que la mixité sociale à l'école, c'est aussi une analyse de l'ADEPE qui l'a dit, hein, elle est liée quasiment aux 2 tiers au logement. Donc moi, je ne peux pas, avec l'école, tout corriger. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'on a effectivement une forme j'allais dire, de polarisation progressive. Au demeurant d'ailleurs, puisque vous avez compris que j'étais un peu attentif à la démographie, cette polarisation, je mets à attention collective sur le fait qu'elle est confortée par l'évolution démographique actuelle. Hein. Puisque les 2 seuls déciles de population qui ont plus de 2 enfants par femme aujourd'hui, c'est le décile le plus défavorisé et le décile le plus favorisé. Donc il faut aussi avoir à l'esprit collectivement qu'on a une démographie qui en réalité sert aujourd'hui au niveau des écoles, qui va, entre guillemets, accentuer la polarisation sociale. Et c'est les classes moyennes au sens propre, c'est-à-dire ce qui est entre les deux, qui aujourd'hui encaissent massivement, si je peux dire, la baisse de la démographie. Donc ça fait partie des éléments qu'il faut qu'on ait à l'esprit aussi, parce que tout ne peut pas être résolu simplement par des proclamations. Et en tout cas, moi, je ne vous ferai pas cette injure ni ce mensonge. Il y a le sujet donc global, carte scolaire, etc., qu'on retravaille, comme vous le savez, beaucoup. Il y a aujourd'hui, je crois, là, quasiment la moitié des départements dans lesquels on a mis en place des dispositifs, d'ailleurs, comme ceux qui existent à Paris, qui ont été lancés à Paris, de secteurs de collège, vous savez, multicollèges, ou avec des classes qui montent chaque année d'un côté ou de l'autre, etc. Ce qui suppose quand même au demeurant d'avoir un tissu de collèges et d'écoles dans un environnement urbain assez dense. On ne fait pas ça n'importe où, mais en tout cas, ça fait partie des éléments. Et puis, il y a la question, évidemment, du privé sous contrat, qu'il ne s'agit pas là non plus, c'était dit tout à l'heure, de stigmatiser plus qu'autre chose. Enfin, moi, j'ai beaucoup de sérénité de manière générale sur ces questions-là. Il faut juste y voir clair et en bon sens. En bon sens, aujourd'hui, il y a, depuis 20 ans, il y a une forme là aussi de polarisation des CSP+, plus forte dans le privé sous contrat qu'ailleurs. Il y a effectivement un protocole qui a été signé. Au-delà du protocole, il faut qu'on ait une action, si je puis dire, un peu à la main. C'est-à-dire qu'il faut qu'on regarde au niveau des rectorats. Il faut qu'on regarde tout simplement des choses qui sont très concrètes. Le taux de boursiers par établissement, son évolution. On s'est donné des cibles, on va y travailler avec eux. Je dois voir, entre autres, le SGEC dans les prochaines semaines. Il n'y a pas d'ailleurs que le SGEC, mais je vais voir aussi, notamment, évidemment, le SGEC. Et on va y travailler. Mais là-dessus, moi, j'ai des idées, j'allais dire, très claires. Avec néanmoins, et un objectif très clair aussi, avec un petit sujet qui est propre à Paris,
puisque, comme vous le savez, à Paris, le privé sous contrat, enfin de manière générale, d'ailleurs, Paris, comme vous le savez, est caractérisé par une sociologie un peu différente du reste du territoire national, et qui a des effets notamment de transfert depuis la proche banlieue d'élèves qui peuvent générer des distorsions. Ça a été très bien analysé par Julien Grenet. Et donc, ça fait partie des choses sur lesquelles on va travailler, mais en ayant peut-être à l'esprit des réponses différentes dans l'hypothèse parisienne et pour le reste du territoire national qui doit être pris en compte avec la même intensité. Sur les questions de Madame la sénatrice Morin-Desailly, alors, sur la partie numérique, éducation, médias et information, alors je ne suis pas sûr qu'on sache aujourd'hui, mais il faut qu'on regarde, alors, pardon de ne pas le savoir, je ne suis pas sûr qu'on sache aujourd'hui autonomiser, si je puis dire, l'effort budgétaire, RH, etc., qui est fait dans ce champ par rapport au reste. Ce qu'il y a de certain, et ça, je me permets de rebondir sur la question des écrans qui a été posée dans une autre question, c'est que quand on a des jeunes qui passent 4h47 par jour en moyenne sur les écrans, on a un sujet social. Et très honnêtement, il faut qu'on fasse attention à la bataille du pot de fer contre le pot de terre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pourrais faire 1 heure de MI par jour ou 1 heure de MC par jour. Si pendant 4h47 après, on regarde des contenus qui racontent n'importe quoi, qui discréditent totalement, la science et la raison. On est sur un sujet de raison. Et on parlait tout à l'heure de la vision de l'école. L'école est là pour faire progresser l'esprit humain. Et elle est là notamment pour cultiver la raison. Donc, pour moi, il y a 2 enjeux. Le président de la République, d'ailleurs, l'autre jour, comme vous le savez, a réuni un panel d'experts sur le sujet. Il y a un enjeu d'exposition, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour réduire l'exposition aux écrans, y compris à l'école, où pour être clair, moi je pense qu'il faut qu'on ait une doctrine aussi plus claire. Moi, avant 6 ans, je considère qu'il n'y a pas d'écran. Voilà, c'est tout. Sauf hypothèse très particulière de l'enfant en situation de handicap qui a une difficulté avec le geste scripteur et pour lequel le fait de disposer d'une tablette lui permet en réalité de compenser ce geste. Mais c'est une logique à ce moment-là de substitution, c'est pas une logique de mode d'apprentissage de droit commun. Mais hormis cette hypothèse très particulière à fortiori avant 6 ans, il n'y a pas d'écran avant 6 ans. Et ensuite, il y a une utilisation de l'écran à des fins pédagogiques, avec coupure, ce qu'on a introduit cette année auprès des ENT, le soir, les week-ends et les vacances, ce qui a d'ailleurs suscité des angoisses, comme vous le savez aussi. Hein. On a eu plein de réponses angoissées. Non, mais comment ça se fait que vous coupez les ENT pendant les vacances? On coupe pas l'accès. On coupe la communication. Vous pouvez toujours écrire, mais dans les 2 cas, ce sera indiqué au retour de l'école. Et donc, il y a toute une politique comme ça à avoir de réduction de l'exposition aux écrans, et en tout cas qui consiste, à mon sens, et en tout cas, moi, c'est un peu ma ligne, si vous voulez, à ce stade, et sous réserve de toute discussion qu'on va avoir avec l'ensemble des partenaires, mais il ne faut pas qu'on se retrouve à cultiver l'idée chez nos jeunes que l'entrée dans le savoir passe en premier par l'écran. C'est-à-dire que si l'école envoie ce message, c'est pas la peine ensuite de mener des combats, j'allais dire, retardataires. La clé d'entrée dans le savoir, c'est par l'apprentissage dans la classe et par l'enseignement du professeur. Et par ailleurs, le numérique peut venir aider, bien sûr, à cet apprentissage. Sur les questions qui étaient soulevées par Madame la sénatrice Evren, donc sur portable en pause. Alors, évidemment, je ne peux que souscrire à l'idée qu'on met le portable en pause, que quand c'est possible, il y a des casiers ou des sacoches, etc. La première pause du téléphone portable, c'est l'interdiction. L'interdiction, vous l'avez votée. Et une interdiction, c'est une interdiction. Vous voyez, sinon, voilà. Donc, qu'on puisse évidemment conforter l'interdiction lorsque les collectivités territoriales en sont d'accord par des installations plus précises. Je ne peux que m'en réjouir. C'est pas moi qui vais imposer à des départements de payer des casiers. Mais donc, dans un certain nombre d'endroits, c'est le cas aujourd'hui. Hein, il y a plusieurs, centaines d'établissements qui sont concernés, avec d'ailleurs une satisfaction qui est assez élevée. Et donc, c'est aussi un élément qu'on peut prendre en compte collectivement. Mais voilà. Mais pour moi, la première pause, c'est l'interdiction. Et par conséquent, le fait évidemment qu'on la fasse respecter. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à lire les décryptages de la rédaction et à voir les replays. C'est sur publicsénat.fr. Très belle suite des programmes sur Public Sénat.